Livre rouge marqué du contrat social que tout le monde va se précipiter sur la littérature rousseauphile, rousseauiste. Donc, je tenu compte que nous sommes dans l'Oise et montrer comment l'Oise a été importante, non seulement pour Rousseau. Je vous rappelle simplement que la première nuit qu'il va passer avec David Hume, alors qu'il s'enfuit vers l'Angleterre, a été décisive, puisque dans cette nuit, David Hume se met à crier dans son rêve « Je le tiens, je le tiens !» C'est pas la banque, hein, c'est autre chose. Et Rousseau, on peut dire, débute sa paranoïa à peu près à ce moment-là. Peut-être que le terrain était relativement favorable. Le deuxième stage, je dirais, de Rousseau dans le département de l'Oise, ce sera un retour d'Angleterre, où, ne pouvant rester à Paris, après quelques séjours chez le père du marquis de Mirabeau d'ailleurs, il va trouver refuge à Trichâteau, que vous connaissez peut-être, vers l'Oise normande, où il restera plus d'un an, grâce à la protection du prince de Conti. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est à travers la lecture de plus de 5000 articles de presse, c'est un travail qui a commencé il y a 7 ans déjà, de donner une idée des commémorations Rousseau de 1778 à 1978. Avec, vous imaginez, toutes les positions jusqu'au boutiste, intégristes, je pourrais même dire, envers Jean-Jacques, favorable très peu, défavorable le plus souvent. Et c'était aussi cette exposition rendre hommage à 3 apôtres de Rousseau, celui du 18e qui est René de Girardin, celui qui a accueilli Rousseau du 20 mai au 2 juillet 1778 à Ermenonville, à quelques kilomètres d'ici. Le deuxième apôtre, c'est Auguste Castellan, un Isarien, il est né dans l'Oise, et c'est à lui que l'on doit à peu près toutes les grandes cérémonies qui vont se dérouler en France en 1878. 1878, c'est le centenaire de la mort de Rousseau, mais encore une fois, il est précédé par une autre commémoration, celle de Voltaire. Donc, comme disait Victor Hugo, commémorons d'abord Voltaire, nous verrons par la suite avec Rousseau. On a tout vu, puisqu'il ne s'est rien passé, mais Hugo a été puni, il a fait un petit AVC 2 jours après. Mais enfin, il s'en est très bien remis, rassurez-vous. Donc, Auguste Castellan va déplacer le centre national, je dirais, des commémorations de Rousseau de Paris à Ermenonville et Plessis-Belleville. Alors là, il y a des histoires assez amusantes qui vont être celles qu'on découvre dans les archives. Vous savez, vous allez dans les archives pour travailler sur un sujet, et puis d'un seul coup, au détour d'un portefeuille, vous trouvez autre chose. Et c'est comme ça qu'à la suite de ces recherches sur Auguste Castellan, j'ai eu le grand plaisir de découvrir un livre ayant appartenu à Jean-Jacques Rousseau et considéré disparu depuis 1914. Il servait dans un endroit improbable, sous-main, il n'était pas répertorié, et vous pourrez voir l'Ésaü, sauvé des eaux, dans l'entrée du musée. Vous verrez donc ce bel ouvrage de botanique qui appartient donc à Rousseau, avec sa signature autographe, etc. De la même façon, j'ai retrouvé une œuvre picturale d'un peintre qui est connu surtout pour avoir peint les bouchers pendant la Commune, vous savez, où il dépeçait les rats, les girafes, etc., qui s'appelle Narcisse Chailloux, et qui, à la demande d'Auguste Castellan, avait réalisé une pancarte pour un restaurant qui était le Centre Rousseauphile National. Et vous la retrouvez là-bas, elle était elle aussi sauvée de la destruction. Le troisième apôtre de Jean-Jacques Rousseau est un peu moins connu, mais on lui doit aussi un hommage soutenu, c'est Maxime Nemo. Comme on dit, on a un Isarien, Auguste Castellan, et un Tourangeau, Maxime Nemo, qui porte bien son nom, parce qu'il est plein de mystères. Hein. D'autant plus qu'il est né Renou, hein, donc bon, oui, les fils sont assez intéressants à tirer. Mais on va aller jusqu'à l'actualité avec Maxime Nemo, qui va être un de ceux qui, une nouvelle fois, va demander le retour des cendres de Rousseau à Ermenonville. On va même mêler le général de Gaulle dans cette demande. Finalement, elles sont toujours au Panthéon, comme vous le savez bien. Et en parlant du Panthéon, ça a été aussi pour nous l'histoire de la phalange de Rousseau. Alors vous savez que ces reliques ont des histoires extraordinaires depuis des siècles. Et la fameuse phalange de Rousseau, probablement, nous savons maintenant où elle se trouve. Il faut savoir qu'à la fin du 19e, on est persuadé, et ça c'est Victor Hugo qui avait colporté cette nouvelle, entre autres, mais aussi le fils Girardin, on est persuadé que le squelette de Rousseau les squelettes de Rousseau et Voltaire avaient été jetés au-delà des barrières. Hein, lisez le Shakespeare. Mais il n'en est rien quand on ouvre les cercueils, les squelettes sont là en parfait état, si j'ose dire,
Et c'est Berthelot qui prend le crâne de Rousseau, etc. Mais on profite de la semi-obscurité pour farfouiller un petit peu dans les sépultures et voler quelques reliques, quelques phalanges. Et à la mort d'Auguste Castellan, on a retrouvé un texte où il dit effectivement que, alors je fais un raccourci là, il a effectivement dérobé une phalange, mais qu'il a restituée puisqu'elle est maçonnée dans une des bases des statues Rousseau qui se trouve près d'ici, et plus précisément, elle est à Ermenonville. Alors c'est assez amusant, c'est là aussi avec des petites histoires, je crois qu'on peut intéresser les gens de notre région. Voilà, Maxime Nemo, évidemment, va nous amener vers l'actualité, et on va retrouver un certain Stéphane Hessel, qui va inaugurer le colloque de 68, un certain Claude Sérillon, qui va être le premier à interviewer ce Maxime Nemo, grand rousseauphile, s'il en est. Donc voilà, c'est une exposition, on peut dire page de livre agrandie, qu'il faut prendre le temps de lire, qui se termine par quelques planches humoristiques de 1912, qui sont loin d'être favorables à Jean Rousseau, mais qui témoignent bien des querelles très violentes qui se déroulent à ce moment-là entre les maurassiens et les radicaux socialistes qui s'installent petit à petit. Voilà. Donc, et puis, je ne vais pas hésiter à vous faire peut-être éventuellement découvrir un mouvement qui m'a beaucoup touché. Vous savez qu'au Panthéon, le tombeau est dû à le sculpteur Bartholomé. Et ce fameux Bartholomé était d'abord un peintre, ami de Degas. Et il va avoir le malheur de perdre à la fois son épouse et l'enfant qu'elle portait. Il va donc voir Degas en lui demandant un conseil pour avoir un sculpteur pour le monument funéraire. Et Degas lui dit, compte tenu de votre sensibilité et votre douleur, il n'y en a qu'un qui est capable de le faire, c'est vous-même. Et c'est ainsi que Bartholomé abandonne, je dirais, la palette du peintre pour le ciseau du sculpteur. Et c'est lui qui crée cette très belle œuvre d'art, qui est en deux parties, vous pouvez voir là, et que tout le monde peut découvrir dans un petit hameau de Crépy-en-Valois. Voilà, c'est aussi un clin d'œil, c'est aussi l'ouverture que nous donne à chaque fois, évidemment, l'intérêt qu'on peut porter à tel ou tel personnage. L'histoire est aussi l'histoire des personnages. Voilà, donc je ne veux pas prendre plus sur le temps. Je pense qu'après, nous allons vers l'espace Rousseau, dans la foulée, ou on va la Rouseraie, je ne sais pas. Non, je vous en prie, c'est vous. Non, il vaut mieux.